Je sais que ça faisait un moment que vous souhaitiez qu'il y ait un événement pour que vous puissiez vous rencontrer, en tout cas tous ceux qui sont déjà en contact par le biais des réseaux. Donc on a pensé que c'était l'occasion du fait qu'on se réunissait au sein de notre consortium international sur le corps calleux de réunir les familles françaises, parce que c'est le cas dans d'autres pays, comme je l'ai souvent dit, répété sur les messages que j'ai pu envoyer aux uns aux autres. Vous avez donc la chance d'avoir... nous avons la chance d'accueillir aussi des familles qui vont rien comprendre à ce qu'on va raconter cet après-midi, parce que c'est en français. On a quand même fait l'effort, vous verrez sur certaines diapositives, de mettre un résumé en français et en anglais pour elles, ou au moins de parler en français, que certaines diapositives soient en anglais pour qu'elles puissent suivre. Donc on essaie de faire au mieux pour tout le monde. Et donc vous allez aussi, pour ceux qui sont inscrits au dîner de ce soir, pouvoir les rencontrer. Ils ont très envie de vous faire part de leur expérience en tant qu'association, de famille. Donc c'est des représentants de l'association brésilienne, anglaise et australienne. On a monté ce programme pour essayer de faire... parce que c'est une première réunion pour vous. Nous avons l'habitude, dans le cadre d'autres maladies, d'anomalies, de faire ce genre de présentation, souvent à la demande des familles et des associations, sur des points plus précis, qui seraient peut-être du coup mieux développés. Mais pour une première réunion, on s'est dit qu'on allait être un peu généraliste pour vous montrer ce qu'on sait aujourd'hui, où on en est, et après, ça finira par une table ronde pour poser vos questions. Je pense que j'ai l'honneur aussi que Marie-Laure Moutard soit là et qui a accepté de modérer cette session. Donc Marie-Laure, je te laisse la parole. Alors je voudrais en profiter pour commencer par remercier Tania Attier qui vient de vous parler parce qu'elle a organisé 4 jours incroyables sur le corps calleux, des premiers jours très scientifiques et très recherche, qui était en anglais, donc ça fait 4 jours qu'on parle anglais. Merci que l'on puisse passer au français maintenant. Et désolé for the Brazilian, Australian and English Associations, I'm sorry, we're going to speak in French. Et je suis aussi ravie de vous accueillir tous et de voir des parents, des têtes connues, des enfants connus. Et donc, je suis tout à fait contente que vous soyez là pour cet après-midi qui, je l'espère, va être tout à fait intéressante, importante pour vous tous. Alors, comme Tania l'a dit, on va voir les différents aspects qui nous amènent au diagnostic et aux explorations, à la prise en charge de cette anomalie cérébrale qui est l'anomalie la plus fréquemment retrouvée au niveau du cerveau et qui, comme je le disais tout à l'heure à des parents que j'avais le plaisir de revoir, recouvre énormément de phénotypes. Par phénotype, nous voulons dire que avec une même anomalie, nous avons des tas de gens qui sont totalement différents et c'est un grand challenge pour vous, c'est un grand challenge pour nous puisque maintenant l'information que l'on donne, c'est une information qui est prénatale. Alors pour survoler ces différents aspects, nous n'avons que des brillants orateurs et on va commencer par une qui bavarde là, qui est Catherine Garel, qui est radiologue. Elle est radiologue à Trousseau, elle est très impliquée dans le prénatal parce qu'elle a écrit des tas de livres et j'espère qu'elle va vous faire un topo tout à fait compréhensible. Je vous remercie de l'accueillir. Ça, c'est Tania qui va savoir. Tania, c'est tout, ça fait le ménage. Voilà. Voilà, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ici. Mon but, c'est d'expliquer en termes non médicaux un petit peu notre approche en prénatal. And for those who don't speak French, I'm sorry I will speak in French because I was asked to. But if I think there are some important messages, I will try to translate so that you know a little bit what I'm talking about. Voilà, alors qu'est-ce que le corps calleux en 2 mots? Parce que ça, je suis sûre que vous savez tous. C'est donc ce pont qu'il y a entre les 2 hémisphères et qui est au sein duquel on distingue différentes parties. D'avant en arrière, vous voyez le bec qu'on appelle également rostre ou rostrum, puis le genou, le corps, l'isthme et la partie la plus postérieure qui est le splénium. Alors, quand est-ce que ce corps calleux apparaît au cours du développement? À peu près vers 3 mois.
Et puis, il va être achevé vers 5 mois, c'est-à-dire au moment où on fait l'échographie, vous savez, qu'on appelle l'échographie de dépistage, on va y revenir. Et bien qu'il n'y ait pas de consensus sur ce point-là précisément, mais beaucoup s'accordent à dire que le bec, donc la partie la plus antérieure, est la dernière partie à apparaître. Et puis ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que la forme définitive du corps calleux, telle qu'elle est montrée sur ce schéma, avec un amincissement au niveau de l'isthme et un renflement au niveau du splénium, donc de sa partie la plus en arrière, n'est visible qu'après la naissance. C'est ce qu'on appelle le modelage du corps calleux. Et ça, en imagerie, avant la naissance, on ne voit pas ce modelage. Alors, comment peut-on en imagerie voir le corps calleux ? On a 3 plans de coupe. Le plan sagittal, c'est comme si on voyait le cerveau de profil. Le plan frontal ou coronal, c'est comme si on regardait la tête de l'enfant, enfin, ou du fœtus de face. Et puis le plan axial ou transverse, c'est comme si on le voyait d'en haut. Et ça nous permet de voir, vous voyez, de façon très très différente, et on va voir des exemples, le corps calleux dans les 3 plans de l'espace. Alors on va commencer par le plan sagittal, parce que c'est le plan sur lequel on voit le mieux le corps calleux, c'est la coupe de profil, qui est, donc je vous ai mis la coupe anatomique, et puis vous voyez en bas à gauche l'échographie et en bas à droite l'IRM. Donc en échographie, alors est-ce que je vais réussir ? Voilà. Le corps calleux, vous voyez, qui est représenté, vous voyez, en jaune sur le schéma et qui paraît assez gros. Vous allez voir que c'est tout petit, en fait, sur une échographie. Vous voyez, c'est ce liseré qui est gris foncé et qui va jusqu'ici. Et vous voyez d'emblée, alors je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais vous voyez que si on le regarde comme ça, il y a certaines parties du corps calleux qu'on va très bien voir, comme ici, puis d'autres qu'on va un peu moins voir, comme ici. Il faut tourner autour de la tête du bébé pour mieux le voir. Et puis en IRM, vous voyez que le corps calleux, il est ici, mais voilà. Mais vous voyez qu'on arrive bien à voir le splénium, la partie la plus postérieure, et vous voyez d'emblée qu'on n'est pas très à l'aise pour bien le délimiter en avant, parce qu'on est gêné par les structures qui sont à côté. Si on le regarde maintenant de face, donc on a, je vous ai mis le schéma là, et puis vous voyez à gauche l'échographie, à droite l'IRM, et vous voyez qu'on arrive bien à voir en échographie ce petit liseré qui est gris foncé, qui correspond au corps calleux, et vous voyez bien que c'est vraiment un pont entre les 2 moitiés du cerveau, il va de l'une à l'autre. Et on voit tout de suite, quand on regarde cette IRM, à quel point l'IRM est moins performante que l'échographie dans ce domaine-là, pour voir des détails sur l'anatomie du corps calleux, parce qu'en gros, on sait qu'il est là, mais on ne le voit pas du tout aussi bien. Quand on le regarde maintenant d'en haut, donc les coupes transverses, alors je vous ai fait un petit zoom sur la partie tout à fait en avant, où on le voit, parce que là, cette partie en arrière, où on coupe la partie postérieure du corps calleux, de toute façon, on n'arrive pas à bien le voir en échographie, et il est là, vous voyez, il est ici. Et on le devine ici en IRM et là. Mais vous voyez que c'est probablement le plan sur lequel on le voit le moins bien. Alors, on dispose en prénatal de normes pour les mesures du corps calleux, en fait pour sa longueur, et on le mesure d'avant en arrière. On prend sa plus grande longueur, son diamètre qu'on appelle antéro-postérieur, d'avant en arrière. Et ça, on a des normes aussi bien en échographie qu'en IRM prénatal. Et puis, on va en voir également après la naissance. L'épaisseur du corps calleux, qui est, vous avez vu, à l'état normal, une structure qui est très peu épaisse, on n'a pas de normes en prénatal parce que c'est tellement fin que, en fait, la taille des petites croix qui permettraient de mesurer excéderait la taille du corps calleux. Donc, on n'a pas, même s'il y a des normes qui ont été publiées, on ne les utilise pas et on utilise une appréciation subjective. C'est-à-dire c'est vraiment l'expérience qui va nous faire dire tiens, il est un peu trop fin ou il est un peu trop épais ou il est normal. En revanche, après la naissance, on a des normes. Donc si on prend maintenant, si on veut résumer les avantages et les inconvénients de chacune des techniques. Alors les avantages de l'échographie,
c'est qu'elle va nous donner une bonne analyse de ce qu'on appelle la morphologie du corps calleux, c'est-à-dire sa forme du corps calleux. Vous avez vu qu'on arrive bien à distinguer ces parties. On arrive bien à le voir même latéralement sur cette coupe où on voit de face. Et on arrive bien à analyser, même si c'est sommaire, son épaisseur. On peut également mesurer le corps calleux. Alors, je vais juste le traduire en anglais pour ceux qui ne comprennent pas. So, the advantages of ultrasound are to be able to analyze properly the morphology, the shape of the corpus callosum, to see all the different parts of the corpus callosum, also to see the lateral parts as is shown on this image, and to evaluate the thickness, even if we are not able to measure properly the thickness because it is very thin, but it is a subjective approach, and we see with experience, we know if it is too thin or too thick. And we are also able to measure the length of the corpus callosum because we have reference charts. Alors, quelles sont les limites de l'échographie? Pour bien voir le corps calleux, idéalement, il faudrait pour chaque bébé, dans le ventre de sa maman, être capable de réaliser ces 3 coupes. Ça implique d'avoir un accès à la fontanelle. Vous savez, la fontanelle donc, qui est ouverte chez les bébés à la naissance et qui est également ouverte pendant la grossesse et qui est une très bonne, ce qu'on appelle fenêtre acoustique, parce que les ultrasons ne sont pas gênés par... les ultrasons sont arrêtés par l'os. Donc on cherche toujours à passer dans des endroits où il n'y a pas d'os, c'est le cas de la fontanelle. Ça implique également que le bébé se présente dans une position qui nous convient, ce qui n'est pas toujours le cas, et que la maman n'a pas une paroi trop épaisse qui nous empêcherait de bien voir. So the limitations of ultrasound are related to the fact that we need 3 planes of space to analyze properly the corpus callosum, which is not always available because of the position of the baby or the thickness of the maternal wall. It can hamper the visibility of the corpus callosum. Alors, il faut savoir également qu'il y a 2 types d'échographie prénatale. Il y a ce qu'on appelle l'échographie de dépistage. C'est l'échographie qu'on va proposer à titre systématique à toutes les femmes enceintes qui n'ont pas d'histoire particulière. Et puis il y a l'échographie qu'on appelle de deuxième intention ou de référence qui va, elle, être plus ciblée et qui va être proposée aux femmes enceintes qui ont un contexte particulier, soit dans leur histoire, l'histoire de leur famille, ou bien la grossesse en cours où on a trouvé quelque chose qui n'était pas habituel. Et dans ce cas-là, on va faire l'examen d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations qui vont être données pour les examens dits de dépistage et les examens de seconde ligne et qui vont être différentes. Et en ce qui concerne l'examen de dépistage, les seules image qu'on est censé donner, la seule image qu'on est censé produire au niveau de la partie haute du cerveau, là où il y a le corps calleux, c'est le schéma qui vous est montré là, le dessin, qui est une vue d'en haut du corps calleux. Mais on n'a pas, dans les recommandations, on n'est pas obligé de regarder sur une coupe sagittale, donc de profil, ou bien de face. So I said there are 2 types of ultrasound, screening and second-line ultrasound. And according to the type of ultrasound, we will not do the examination the same way. And we will focus more on the, concerning the corpus callosum on the fetal head in case of reference ultrasound than in case of screening ultrasound. And it depends on the history of the pregnancy and also the family. Alors, les avantages de l'IRM, c'est qu'en IRM, c'est très facile d'obtenir des images dans les 3 plans de l'espace. Et ça ne dépend pas du tout ni de l'épaisseur de la paroi de la maman, ni de la position du bébé. En revanche, contrairement à l'échographie qui est un examen en temps réel, en IRM, ce sont des images qu'on a fixes, et donc si le bébé bouge, ça va être raté.
Mais ça, c'est le gros avantage. The main advantage of MRI is to be able to provide slices in the 3 planes of the space independently of the fetal position or the maternal wall. Alors, l'inconvénient, c'est que souvent, vous avez vu, il y a une analyse morphologique qui est moins bonne en IRM qu'en échographie en ce qui concerne le corps calleux, et on l'a vu tout à l'heure. C'est que, je vous l'ai dit, si le bébé bouge, l'examen va être raté, et puis c'est un examen qui est beaucoup moins agréable à voir qu'une échographie, en ce sens qu'on n'est pas installé de façon très confortable, ça dure longtemps. Il y a des mamans, même si c'est très rare, qui sont claustrophobes. Enfin, c'est moins agréable que l'échographie. So the main limitations of MRI are the poor morphological analysis of the corpus callosum, the quality of the examination, which will be poorer if the baby moves, and also the fact that it is less nice to undergo such an examination than ultrasound. It's uncomfortable and it lasts for a long time. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme type d'anomalie du corps calleux? Soit il peut être absent en totalité, c'est ce qu'on appelle la génésie complète, ou en partie, c'est ce qu'on appelle la génésie partielle. En général, dans ces cas-là, le corps est présent, en partie, sa taille est plus ou moins variable, et il peut manquer le genou, le bec et le splénium. Et puis le corps calleux peut être trop fin, ou au contraire trop épais. Il peut être également trop court mais complet. Et il peut y avoir des combinaisons de tout ça, c'est-à-dire par exemple, on peut très bien imaginer un corps calleux dont il manque une partie, on va parler d'agénésie partielle, et qui est trop épais. Et dans ce cas-là, on emploie ce terme un peu générique de dysgénésie calleuse. Alors comment est-ce qu'on repère une anomalie du corps calleux? Alors ça va se repérer de 2 façons. Soit sur la vue de profil sur laquelle on est censé voir le corps calleux, on voit qu'il n'est pas là. Je vous ai remis un corps calleux normal à gauche, et vous voyez que là, c'est difficile de le montrer puisqu'il n'est pas là, il n'y a pas de corps calleux, aussi bien en échographie qu'en IRM, alors qu'on le voyait bien sur les 2 exemples normaux. Ici, je vous ai mis 2 exemples où c'est un petit bout du corps calleux qui manque, ou plutôt qui est présent. Vous voyez là, c'est un petit bout qui est présent, et là, il y a un tout petit bout qui est présent. Donc ça, c'est comme ça qu'on le repère. Mais ça, c'est si on a réussi à faire une belle coupe de profil. Alors, on se sert aussi beaucoup de ce qu'on appelle les signes indirects. Parce que quand il n'y a pas de corps calleux, il y a d'autres anomalies qui vont apparaître au niveau du cerveau et qui vont constituer ce qu'on appelle des signes indirects. La plus fréquente de ces anomalies, c'est ce qu'on appelle la dilatation des ventricules. Alors, les ventricules, ce sont des petits tuyaux dans lesquels circule du liquide et qu'il y en a un de chaque côté du cerveau, dans chaque hémisphère. Et on les voit bien sur la coupe qu'on doit faire, la seule coupe qui est préconisée pour le dépistage. Et quand il n'y a pas de corps calleux, il y a souvent une dilatation des ventricules. Et vous voyez que là, un ventricule normal, c'est tout fin. Et là, par exemple, c'est un petit peu dilaté. Donc là, ça va attirer l'œil. Et on sait que ce n'est pas forcément du tout une agénésie du corps calleux, mais c'est une des possibilités diagnostiques. Donc on va regarder plus attentivement tout. Ou bien, il y a, alors ça c'est plus subtil, vous voyez, c'est ce qui est entouré en bleu, ce sont des autres parties de ce qu'on appelle la ligne médiane, ce qui est au milieu du cerveau, qui ne vont pas avoir le même aspect que d'habitude. Et sur cette coupe-là, vous voyez, si vous comparez le normal et ici l'absence de corps calleux, on va tiquer si on ne voit pas les mêmes aspects que d'habitude, et c'est ça qui va nous inviter à rechercher une anomalie, notamment du corps calleux. Mais vous voyez que c'est assez subtil et que quand il n'y a pas de dilatation ventriculaire, notamment, ça explique qu'on peut tout à fait passer à côté de cette anomalie. Et par exemple, la semaine dernière, on a vu une maman qui est au 3e trimestre de la grossesse. Au 2e trimestre, rien n'avait été noté. Et au 3e trimestre, comme il y avait une dilatation des ventricules, alors l'échographiste a tiqué, il a demandé un autre avis et il n'y avait pas de corps calleux, mais ça n'avait pas été vu avant. Alors, en quoi l'IRM va nous servir? Pas tellement pour le diagnostic d'anomalie du corps calleux, parce que la plupart du temps, on a fait le diagnostic à l'échographie. C'est plus pour rechercher d'autres anomalies
dans le cadre de l'évaluation du pronostic, parce que notamment sur le plan de l'imagerie, le pronostic va dépendre du caractère isolé ou pas de l'anomalie du corps calleux. Donc l'échographie va nous permettre de rechercher des anomalies associées sur le reste du corps du bébé et dans le cerveau, et l'IRM va nous permettre de rechercher des anomalies seulement au niveau du cerveau. Et en sachant que certaines structures cérébrales vont être mieux vues en IRM qu'en échographie. C'est pour ça qu'on propose une IRM. Mais malheureusement, on est tributaire de la chronologie du développement du cerveau cérébral. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas faire l'IRM trop tôt, parce que ça ne servira à rien, parce que les anomalies qu'on veut chercher concernent des structures qui ne se sont pas encore bien développées. Et donc, on ne verrait pas s'il y a des anomalies. Et c'est pour ça que c'est en général vers 7 mois qu'on propose de faire l'IRM. Alors, que se passe-t-il après la naissance ? On va proposer une IRM pour valider ce qu'on a dit en prénatal. Et ça arrive à peu près dans 10% des cas qu'on découvre après la naissance des anomalies qu'on n'avait pas vues en anténatal. Parce que, bien évidemment, vous imaginez que les examens qu'on fait après la naissance, et c'est l'IRM, vont être beaucoup plus performants que ceux qu'on fait avant la naissance, parce qu'avant la naissance, le bébé est dans le ventre de sa maman, on est plus loin de lui et l'image est moins nette. Alors, ça ne veut pas dire que dans tous les cas, ça va avoir des conséquences néfastes. Parfois, ce sont des petites anomalies qui n'ont aucune conséquence sur le plan clinique, mais qu'on va découvrir après la naissance. Idéalement, on aime bien faire cette IRM avant l'âge de 3 mois environ, parce que c'est plus facile pour nous, parce qu'on dit aux parents de venir avec le bébé, de le nourrir avant, et puis ensuite on l'emmaillote et on fait l'examen sans l'endormir. Alors que plus tard, on ne peut plus faire ça et on est obligé de lui donner un médicament pour dormir, et ça alourdit beaucoup l'examen. En général, on ne compte pas trop sur l'échographie, parce qu'on peut faire des échographies en passant par la fontanelle du bébé, mais pour l'analyse précise de tout le cerveau, ça ne suffit pas, et donc ça ne nous, on ne se contente pas de l'échographie pour faire ce diagnostic, et pour compléter les examens. Et là, vous avez un exemple après la naissance d'une agénésie complète, donc il n'y a pas du tout de corps calleux, et là vous voyez, il y a un petit bout de corps calleux. Voilà. Ah, alors peut-être je vais dire en anglais, non ? Si j'ai 3 minutes ? Non ? Je ne sais pas. I just wanted to translate some important points in English, that MRI will not help you for the diagnosis of anomaly of the corpus callosum. Usually we need MRI in order to search for associated cerebral abnormalities that could possibly worsen the prognosis. And after birth, we perform MRI at about 3 months of age, and in 10% of cases, we know that we might discover some abnormalities that were overlooked prenatally, because the quality of MRI after birth is much better than before birth. But those abnormalities that we discover after birth do not always impact on the prognosis and change the baby's life. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, ou peut-être c'est pas le moment. Merci beaucoup, Catherine. On se talk en anglais et en français, donc on a le temps pour 1,5 question. Merci. Bonjour, je voudrais juste savoir, quand vous dites la dilatation au niveau des ventricules, est-ce qu'on l'a toute sa vie, ou est-ce qu'on peut ne pas l'avoir et l'avoir à 4 ans, 10 ans ? Marie-Laure va peut-être vouloir répondre plus que moi. Mais... Catherine dit ça parce qu'elle ne suit pas les enfants jusqu'au bout, une fois qu'elle a fait l'IRM. On la garde toute sa vie, vraisemblablement, mais ça n'a aucune importance. J'espère que vous avez bien compris que c'était un signe d'appel et que ce n'est en aucun cas une anomalie associée. Ce qu'on vous dit bien habituellement, quand il n'y a pas de corps calleux, habituellement, il y a une dilatation ventriculaire. C'est possible pendant la grossesse qu'il y ait
Oui, oui. Oui, tout à fait. Ben, je vous ai Oui. donné l'exemple Oui. de ce bébé que j'ai vu la semaine dernière. C'est tout à fait possible. Ouais.